On prépare l'aile, épisode 9 aujourd'hui. Et cette fois, je veux parler d'un truc qui va sûrement déconcerter quiconque visite une maison japonaise pour la première fois. Dans une maison japonaise, on ne vous dit quasiment jamais d'entrer avec vos chaussures. Au Japon, on enlève ses chaussures à l'entrée. Sans exception, avant d'entrer dans la maison. Hors du Japon, il y a beaucoup de maisons où porter ses chaussures à l'intérieur ne pose aucun souci, non? Au Japon, c'est presque toujours non. Il y a plusieurs théories sur le pourquoi. À cause des tatamis, à cause de l'humidité, les explications classiques. Mais j'ai entendu une raison bien plus simple. Une fois entendu, c'est le genre de réponse qui te fait dire « Ah ben oui, évidemment ». Donc aujourd'hui, je vais parler avec Aoi de la culture japonaise consistant à enlever ses chaussures. C'est parti! Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est cette culture où l'on enlève ses chaussures. Et j'imagine que la plupart des étrangers sont assez perdus là-dessus. Quelles sont les vraies réactions que tu as pu observer? Oui, en regardant les témoignages de personnes qui ont visité le Japon, beaucoup se retrouvent un peu perdus juste à l'entrée. Des choses comme « Je les enlève ici ? Je peux mettre les chaussons ?» ou monter sans s'en rendre compte et lâcher un « Oh !» Et concernant les raisons couramment évoquées pour cette culture du déchaussage, les tatamis, l'humidité, le sens de la propreté. Oui, c'est la version manuelle. Mais j'ai entendu une raison plus profonde. Oh, je peux écouter ? Avant, les Japonais marchaient en gros pieds nus, avec des waraji, des sandales en paille. Pieds nus en waraji. Voilà. Les ori et les geta penchaient déjà plutôt vers les classes supérieures, je crois. Et les tabi, les chaussettes traditionnelles, étaient pour des gens encore plus haut placés, familles de samouraïs ou marchands fortunés. Les tabi-en étaient pas bon marché. Donc le chaussage variait selon la condition sociale. Voilà. Et je pense que les samouraïs de l'Egel, époque d'Edo, devaient porter des tabis obligatoirement quand ils entraient au château. C'est un peu comme aujourd'hui, non? Il y a des dîners avec un dress code défini, n'est-ce pas? Était sans doute une étiquette du même genre. Donc le chaussage faisait office de visualisation du statut social. Et aux époques de Kamakura ou de Muromachi, je crois que les tabismen n'étaient pas encore très répandus. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque de Nobunaga, les marchands occidentaux ont commencé à arriver au Japon. C'est le moment où le contact réel avec l'Occident commence. Du coup, peut-être que Nobunaga a été le premier à essayer un truc genre tabi et rire. Hé, ce serait bien dans le style de Nobunaga. Et pour les marchands, les tabis avaient peut-être ce côté signe d'avoir réussi. Tu vois? Peut-être que C était devenu un symbole de statut. Voilà. La structure chaussage égale visualisation du statut KR2 était sans doute plus claire quand on l'avait sous cette forme. Lire la classe sociale d'une personne à partir d'une seule paire de chaussures. C'est très différent de notre regard actuel. Bon, C était une société dominée par les samouraïs, donc cette structure verticale stricte était sans doute bien installée. Bon, voilà le cœur du sujet. Ou plutôt, on revient à pourquoi on a commencé à enlever ses chaussures. Oui, Les pieds du peuple étaient en gros nus avec des waraji par-dessus. c'est ça. Les orteils touchaient la terre tous les jours en marchant. Après une journée à marcher partout, ils ressemblaient à quoi? Ces pieds, à ton avis? Ah, couvert de boue, non? Voilà. Bien dégoûtant. Et en rentrant chez soi, on pouvait pas entrer comme ça, hein? Impossible. C'est vrai. Du point de vue hygiénique, ça ne le fait pas. Et c'est là que le doma entre en jeu. La partie en terre près de l'entrée, c'est ça? Voilà. Et le truc, c'est que le doma était à côté de la cuisine, quasiment dans le même espace apparemment. Ah bon, vraiment? Et la cuisine utilise de l'eau, non? Donc je pense qu'on puisait l'eau de la misugame, la jarre d'eau de la cuisine, et qu'on se rinçait les pieds là, dans le doma. En rentrant à la maison, on enlevait d'abord ses waraji dans le doma, on se rinçait les pieds dans un seau, et puis on franchissait la garikamachi, la marche, pour entrer dans la maison. D'ailleurs, j'ai joué des scènes qui montrent exactement ça, dans des séries d'époque. Et dans les auberges, il existait même un poste appelé Gesokuban, une personne qui s'occupait des chaussures des invités et qui apportait l'eau. Je l'ai lu dans un livre. Donc, concrètement, à l'entrée, on enlève ses chaussures, on se lave les pieds et ensuite on monte dans la maison. Voilà. Donc la vraie raison pour laquelle on enlève ses chaussures à l'entrée, c'est que les pieds étaient sales, je pense. Du coup, le sens de la propreté ou la culture du tatami sonne plutôt comme des interprétations venues plus tard. Voilà. La culture naît souvent du concret, en fait. Et la marche de l'Agarikamachi, était la frontière de la propreté elle-même. Hein? Pas pour la classe, pas pour le rituel,
mais d'abord parce que les pieds étaient sales. C'est un point de vue très ancré dans le réel. Sans connaître la réalité au ras du sol de l'aile, époque des Waraji, on ne saisit pas vraiment la raison culturelle. Bon, j'aimerais comparer un peu avec ce qui se passe à LOL, étranger. Oui. En Occident, les chaussures en cuir et les bottes se sont diffusées tôt, donc les pieds restaient relativement propres, semble-t-il. Ah, si les pieds sont protégés par les chaussures, marcher à l'intérieur avec, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est une des raisons pour lesquelles la culture chaussée à l'intérieur s'est installée, dit-on. Et là, j'allais encore dire, ça c'est typiquement japonais. Hé hé, encore une autocorrection? En Corée et dans une partie de l'Asie du Sud-Est, on enlève aussi ses chaussures. C'est vrai. La culture du déchaussage est très répandue à travers l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Et dans les mosquées du Moyen-Orient, on retire aussi ses chaussures. Les pratiques religieuses et culturelles de déchaussage sont en fait assez universelles. D'accord. Les régions avec une réalité au ras du pied similaire convergent peut-être vers les mêmes habitudes. Ça semble bien le cas. Et puis à elle, époque moderne, même quand les Japonais se sont mis à porter des vraies chaussures et que les pieds ne se salissaient plus. L'habitude est restée. Voilà. L'action est passée de se laver les pieds au pitri à enlever ses chaussures, mais le geste persiste. Quand la raison concrète s'efface mais que la forme demeure, c'est ce qui est fascinant dans la culture. Dans les maisons modernes, il n'y a plus de seau d'eau et la plupart n'ont même plus de doma. L'entrée devient de plus en plus petite, surtout en appartement. Et pourtant, la sensation d'enlever ses chaussures à l'entrée est complètement gravée dans le corps. C'est étrange, hein? Bon, aujourd'hui on a parlé de la culture japonaise consistant à enlever ses chaussures. AOI, tu en as pensé quoi? Était passionnant. J'avais bien lu la littérature sur le pourquoi du déchaussage, mais entendre la réalité vécue, c'est vraiment différent. Oui, je m'en doutais. À moins d'avoir porté des waraji soi-même, on ne sait pas que les orteils dépassent. Alors ce genre d'angle ne vient même pas à l'esprit, j'imagine. C'est vrai, on se dit que les waraji, c'est juste l'ancêtre des chaussures modernes. N'est-ce pas? Elles sont tressées en paille, attachées aux pieds et conçues pour protéger le talon en plus. Au fait, dans les autres pays, il n'y avait pas de chaussures comme ça? Il y en avait sûrement, mais je pense que les chaussures en cuir et les bottes s'y sont diffusées plus tôt. Et l'architecture est différente aussi. Ah voilà. L'architecture japonaise encore aujourd'hui intègre toujours la zone d'entrée comme partie de la structure. N'est-ce pas? Et si cette entrée est devenue le quotidien, l'habitude d'enlever ses chaussures va sans doute perdurer longtemps. Vous ne pensez pas? Voilà, une habitude transmise par nos ancêtres qui est encore vivante aujourd'hui. Bon, avec les 2 épisodes précédents, on a exploré la vie quotidienne au Japon. Qu'en avez-vous pensé? Il y a pas mal de différences, alors quand vous viendrez au Japon, ça pourra être un peu déroutant. Mais j'espère que vous prendrez plaisir à ces différences. Même quand on écrit en japonais, certains mots changent un peu de nuance une fois traduits. Et je crois que ça aussi, ça fait partie du plaisir, alors j'espère que vous continuerez à l'apprécier avec nous. Bon, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup.